Nous allons parler donc du vertige avec comme premier terme le nystagmus. Donc je rappelle, c'est le mouvement conjugué des deux yeux, c'est un mouvement involontaire. Il y a deux parties dans le nystagmus qu'on a représenté ici, un mouvement lent dans un sens et un mouvement de restitution donc des deux yeux qui est plus rapide. Et le sens du nystagmus est donné par le sens rapide. Donc pourquoi je parle de nystagmus en premier? Parce que c'est l'un des premiers signes d'une atteinte vestibulaire. Et c'est un signe qu'on trouve quasiment tout le temps dans les vertiges. Et à quoi c'est dû? C'est dû au fait que les noyaux vestibulaires, en fait, ils sont en relation avec les noyaux oculomoteurs. Donc, une atteinte vestibulaire va s'exprimer au niveau des yeux. Autre chose très importante concernant les vertiges, en plus du nystagmus, c'est l'examen clinique concernant les déviations posturales ou les déviations segmentaires. Les déviations segmentaires ou posturales, ce sont des positions dans lesquelles on met le patient, on lui demande de faire des exercices et selon les résultats donc de ces exercices, on va savoir quelle atteinte a-t-il. Donc il y a la manœuvre de Romberg que tout le monde connaît, la marche en étoile, c'est-à-dire faire 3 pas en avant et 3 pas en arrière, les yeux fermés. On regarde si le patient dévie à gauche ou à droite. La manœuvre de Fukuda, donc ça c'est beaucoup moins connu des étudiants. La manœuvre de Fukuda, c'est de rester sur place, d'avoir les bras tendus et de piétiner sur place. C'est-à-dire de faire marcher sur place en montant les genoux de 45 degrés, en ayant les bras tendus devant et en ayant les yeux fermés. Et on regarde s'il y a une déviation vers la gauche ou vers la droite. Donc, toutes ces manœuvres s'appellent donc les manœuvres posturales. On regarde si toutes les déviations sont du même côté. On dit à ce moment-là qu'il y a une déviation harmonieuse, ou si certaines manœuvres font des déviations à droite et d'autres manœuvres des déviations à gauche, alors à ce moment-là c'est disharmonieux. Donc le syndrome vertigineux périphérique, syndrome vertigineux central. Une des principales différences se trouve dans le nystagmus. Dans les vertiges périphériques, on a un nystagmus qui est horizonto-rotatoire. C'est-à-dire que le mouvement de l'œil, ça va faire des boucles rotatoires et ce sera un mouvement horizontal. Donc horizontal, ça va toujours aller dans ce sens-là, jamais vertical, et ça sera rotatoire. Donc c'est ce qu'on appelle le nystagmus horizonto-rotatoire. Contrairement au vertige central, où le nystagmus peut être multidirectionnel dans tous les sens, ou que dans un seul sens, c'est-à-dire soit horizontal, mais pas horizonto-rotatoire, soit vertical, ou n'importe quoi d'autre. Mais dans le syndrome vestibulaire central, vous n'aurez pas ce nystagmus typique du syndrome vestibulaire périphérique qui est horizonto-rotatoire. Notre différence, dans le syndrome vestibulaire central, vous avez un syndrome qui est disharmonieux, c'est-à-dire que les déviations des manœuvres posturales ne sont pas toutes du même côté et elles ne sont pas du même côté aussi du nystagmus. Contrairement au syndrome vestibulaire périphérique, vous avez le sens du nystagmus ainsi que toutes les manœuvres posturales du même côté. Enfin, une dernière différence, il y a encore plus de différences, mais une différence très importante, c'est les signes associés. Dans le syndrome vestibulaire périphérique, vous avez des signes associés qui peuvent être auditifs et végétatifs, alors que dans le syndrome vestibulaire central, ce sont surtout des signes neurologiques. Donc vous pourrez avoir une atteinte, par exemple, cérébelleuse, une atteinte sensitive, une atteinte motrice, ou voire même d'atteinte d'autres nerfs crâniennes. Donc dans le syndrome vestibulaire central, vous avez des signes neurologiques qui sont souvent associés. Donc là, l'une des explorations les plus importantes dans les vertiges sont les épreuves vestibulaires caloriques. Le principe est donc d'évaluer le vestibule et de voir s'il y a une normoréflexie, hyperréflexie ou hyporéflexie. On va stimuler donc l'oreille avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. L'eau chaude va exciter et l'eau froide donc va inhiber. Donc là vous avez l'oreille droite, ça sera la manière dont sera retranscrit les résultats sur papier. L'oreille droite, l'oreille gauche. Là on va noter les nystagmus gauche et droit.
Et là, 20, 40, 60, c'est le nombre de secousses. Donc lorsqu'on va stimuler avec de l'eau chaude, à droite, on aura un nystagmus droit. Donc là, on a environ 50 secousses. Lorsqu'on va stimuler avec de l'eau chaude à gauche, on aura environ aussi 50 secousses. Et l'eau froide, ce sera lorsqu'on va stimuler l'oreille droite, vous aurez un nystagmus de l'autre côté. Donc ça aura une inhibition. Là, c'est une épreuve calorique normale. Lorsque vous aurez une atteinte, les courbes seront différentes. Dans le cadre d'une épreuve calorique anormale, par exemple une aréflexie, on aura ce résultat, une aréflexie à droite. Donc là, on va stimuler, mais il n'y aura aucune réponse à droite. Donc les courbes seront comme ça. Là, vous avez une aréflexie à droite. D'accord? C'est-à-dire que le nombre de secousses est nul. Ici, vous n'avez aucune secousse, ni avec l'eau chaude, ni avec l'eau froide. Dans le cadre d'une hyperréflexie, on aura une réponse complètement différente. C'est-à-dire que lorsqu'on va stimuler l'oreille droite, on aura un nombre de secousses qui sera cette fois très important, supérieur à 100, 120. Donc là, par exemple, on est jusqu'à 60, on peut se retrouver avec un nombre de secousses très important. Ici, par exemple, 120. De l'autre côté aussi. Là, donc vous aurez une courbe de ce genre. C'est-à-dire qu'il va couper cet axe-là à un chiffre qui sera très élevé. Donc voici le schéma type d'une hyporéflexie gauche non compensée. Pourquoi on sait que c'est une hyporéflexie gauche? Parce que lorsqu'on stimule l'oreille gauche, vous voyez que les réponses en nombre de secousses sont faibles. Alors que là, à droite, ça a l'air d'être normal. Faible parce que c'est inférieur à 20 secousses. Et on dit non compensé parce qu'il y a un décalage. Vous voyez que les courbes elles ne sont plus sur la ligne du zéro, mais elles sont décalées. Donc il y a une absence de compensation centrale. Lorsque ce patient va être traité, on va lui faire de la rééducation, ou lorsque son cerveau va s'habituer au vertige, il va chercher à compenser. Et dans ces cas-là, le croisement des courbes se fera ici. Donc, vous aurez des courbes qui seront plutôt de ce genre-là. Toc. Voilà. Donc, normoréflexie à droite, hyporéflexie à gauche, inférieure à 20 et proche de 20, mais compensée parce qu'ils se croisent, parce qu'il n'y a pas de prépondérance du nystagmus ni à droite ni à gauche. Donc voilà la différence entre compensé et non compensé. Facilement, tout ce qui est en dehors de cette ligne-là, c'est une hyporéflexie qui est non compensée. Et dès que le point d'intersection se trouve au niveau de cette ligne-là, du zéro, on dit qu'elle est compensée. Donc une dernière chose que je voulais expliquer concernant les vertiges, c'est dans la maladie de Ménière. Donc la maladie de Ménière qui associe des vertiges, des acouphènes et une surdité de perception. On entend souvent parler de syndrome irritatif et destructif. On a l'impression que c'est deux choses différentes. Or, c'est une évolution dans la maladie de Ménière. Donc, au départ, il y a une irritation au niveau de l'endolymphe. Donc, c'est le syndrome irritatif. Et dans ce cas-là, toutes les malheures posturales sont du côté pathologique, ainsi que le nystagmus. Ensuite, à force d'être irrité, dans la maladie de Ménière, il y aura un syndrome destructif, c'est-à-dire un syndrome déficitaire. Dans ces cas-là, les manœuvres posturales seront toujours du même côté, mais le nystagmus sera du côté sain cette fois-ci. Donc, ces deux syndromes irritatifs et destructifs peuvent être vus dans la maladie de Ménière. Si on voit la maladie de Ménière à un stade très évolutif, on tombera sur un syndrome destructif. Si on le diagnostique précocement, on aura un syndrome irritatif. Mais les deux syndromes peuvent se trouver et peuvent donc être présents dans la maladie de Ménière.